L'enfance en danger, c'est le nom du séminaire organisé aujourd'hui par l'Association de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Éducateurs spécialisés, assesseurs coutumiers et autres acteurs du secteur se sont réunis au Centre culturel Chibaou dès ce matin. Objectif de ces ateliers, dégager des pistes de solutions dans un contexte en crise qui fait face à de nombreuses coupes budgétaires depuis des années, malgré les multiples enjeux. Donc on a de moins en moins de solutions en matière d'hébergement, en matière de familles d'accueil. Donc on s'est dit qu'il faut passer par la phase d'imagination. Comment on peut imaginer d'autres types d'accompagnement pour sécuriser les enfants? Parce que l'autre travers du métier, en tout cas de la réalité, c'est qu'on maintient maintenant les enfants dans leur propre milieu, qui est un milieu dangereux, où on aurait dû les extraire, mais comme on n'a pas de solution, on les maintient. Il faut qu'on apporte notre contribution au débat général et à cette espèce de débat qui stigmatise systématiquement la jeunesse. Mais si on n'a pas de propositions concrètes, si on n'a pas de dispositifs qui viennent en aide aux familles, on pourra faire que des constats. On a toujours privilégié l'événementiel, c'est-à-dire qu'on va faire des grandes manifestations en se disant on a fait pour la jeunesse. Maintenant, nous, on n'est plus tellement en attente de ça, parce que oui, on a fait beaucoup d'événementiel, on n'est pas allé concrètement sur le profil des jeunes, le profil de la jeunesse, des jeunesses de ce pays, c'est quoi leur profil et de quoi ils sont demandeurs ou de quoi elle est porteuse, et de les accompagner. Là, pour l'instant, on a surtout fait un système pyramidal du haut vers le bas, et la jeunesse, elle n'est pas intégrée, en tout cas, elle n'est pas entendue. Les pistes de solutions dégagées dans ces ateliers doivent être discutées avec les représentants des aires coutumières par la suite. 10 mois après la crise insurrectionnelle de mai 2024, le tourisme calédonien peine à redécoller. Selon les derniers chiffres de l'ISEE, la fréquentation a atteint un niveau historiquement bas au premier trimestre 2025, avec 9 670 touristes, soit une chute de 62% comparée à l'an dernier. C'est un des pires résultats de ces 30 dernières années, hors période Covid. On part de loin, mais enfin, on n'est certainement pas dans un fatalisme où on ne fait rien. Au contraire, on va à la rencontre des acteurs touristiques privés pour savoir c'est quoi leurs problématiques. C'était bien l'objet de ces rencontres que je tiendrai également en province Nord et en province des Îles. Enfin, en tout cas, je n'aurai aucune fatalité sur le secteur touristique qui, comme vous l'avez dit, était la deuxième activité de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie vaut le coup qu'on se bat pour elle, et en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire. La clientèle étrangère est la plus touchée. Elle a chuté de 80% en un an et ne représente plus que 25% des visiteurs. Les Australiens et Néo-Zélandais, premiers viviers touristiques auparavant, ne représentent plus que 14% des arrivées. Quant aux Japonais, ils ont disparu depuis la fermeture de la ligne Nouméa-Tokyo. Et moi, je crois beaucoup à la destination australienne, où les Australiens ont un fort pouvoir d'achat, et il faut qu'on mette le paquet, si je peux m'exprimer comme ça, sur la destination Australie, pour qu'on puisse augmenter fortement la population de touristes australiens sur le territoire. Et donc, ça veut dire renforcer la promotion internationale sur place. Aujourd'hui, ce sont surtout les visiteurs de France et de Wallis et Futuna qui maintiennent un minimum de fréquentation. Ils représentent environ 63% des touristes et viennent principalement pour des raisons familiales ou professionnelles. Les croisières participent aussi à stabiliser la fréquentation. Avec 34 paquebots et plus de 100 000 passagers au premier trimestre, le secteur limite la casse malgré un recul de 15%. Déjà, il y a la partie sécuritaire sur laquelle on travaille avec l'État pour montrer que la Nouvelle-Calédonie est de nouveau safe sur la plupart des zones du territoire. Mais on travaille également sur les cibles touristiques qu'on souhaite aller chercher. Ça sert à rien de se disperser sur plusieurs destinations. On voit qu'on a on a les touristes métropolitains, et ça a été dit par plusieurs hôteliers qui rapportent à la Nouvelle-Calédonie parce que c'est un touriste affinitaire qui reste longtemps, qui dépense sur des activités. Pour redresser le secteur du tourisme, le pays devra convaincre à nouveau que la destination est sûre et attractive. Un défi de taille dans le contexte socio-économique et politique actuel. Sébastien Lecornu est le 5e Premier ministre nommé en moins de 2 ans sous le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Âgé de 39 ans,
Ancien ministre des Armées sous le gouvernement Bayrou, il lui succède quelques heures après sa démission. Connaisseur du dossier calédonien, il a déjà occupé la place de ministre des Outre-mer durant 2 années sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Un choix qui refroidit certains et qui enchante d'autres dans nos classes politiques du pays. Pour les indépendantistes, il laisse un souvenir amer de ses fonctions car celui-ci avait notamment maintenu la 3e consultation d'autodétermination à la date du 21 décembre 2021, alors que ceux-ci avaient demandé son report par respect pour les familles endeuillées dues au Covid. Pour l'heure, nous n'avons aucune réaction de leur part suite à sa nomination. Seul le mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste, le MNIS, s'est exprimé chez nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes pour évoquer, je cite, « Les néocolonialistes ne devraient pas se réjouir trop vite. C'est le Parlement qui vote la loi organique et le projet de loi constitutionnelle. Macron vient d'enterrer Bougival encore plus profond. » Du côté loyaliste, cette nomination est plutôt une bonne nouvelle. Le député Nicolas Mesdorf a réagi sur les réseaux sociaux, je cite, « C'est un excellent choix pour toute la France et autant dire que la Nouvelle-Calédonie sera placée en haut de la pile de dossiers. » Sonia Backès, la présidente de la province sud, quant à elle, parle, je cite, « d'une chance pour la France, peut-être la dernière avant une crise profonde de régime. Une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'ignore rien, il a participé à tout, personne ne pourra le baratiner. » Le nouveau chef du gouvernement doit rapidement nommer ses nouveaux ministres. Manuel Valls restera-t-il ministre des Outre-mer? La passation entre le Premier ministre sortant François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit se faire cette nuit pour nous. Ce gouvernement aura la lourde tâche de durer plus longtemps que ses prédécesseurs et surtout de faire adopter en urgence le budget 2026. La production végétale, voilà la fameuse question là, sur les plantations. Qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Les ignames, c'est sûr. Igname manioc. Igname. Ferdinand, l'enquêteur recruté par l'IAC, est en plein entretien avec Auguste, un habitant de la tribu de Poinda. Il y a les chutines. Chutines Choukanak. Les informations recueillies serviront à compléter la grande enquête NAAP, Nexus Agriculture et Alimentation dans le Pacifique en Nouvelle-Calédonie, lancée par l'IAC depuis vendredi dernier. L'objectif de l'enquête, c'est avant tout de mieux documenter l'agriculture kanak, puisque à travers les recensements, on a déjà une bonne documentation de l'agriculture sur terre privée. Or, l'agriculture kanak, on a plutôt des informations qui datent de 2010. Quelle quantité d'ignames vous récoltez à peu près hein? En kilos, tu peux compter en kilos ou en cajot ou en benne de voiture ou en sac. C'est à toi de voir combien de... À peu près pendant les 1 an. C'est moitié de benne. Moitié de benne. Oh là là, et petit. Ok. Il s'agit donc pour les enquêteurs de recueillir les informations qui permettront de bien documenter les pratiques agricoles en tribu, ainsi que les pratiques sociales, afin de faire le lien avec l'alimentation. Et c'est cet aspect en particulier qui fait figure de nouveauté, qui n'avait pas été mis en lumière lors des dernières enquêtes réalisées, et qui intéresse tout particulièrement les scientifiques. Cette fois-ci, on va vraiment mettre l'accent là-dessus pour voir si le fait d'autoconsommer, le fait de recevoir des dons, ça permet aussi de se protéger des aliments ultra transformés, de produits plus sucrés et de conserver, on va dire, un régime alimentaire traditionnel. C'est assez intéressant, mais c'est assez, comment on disait le mot là, intrusif. C'est ça. C'est ça qui est un peu gênant. Mais sinon, c'est bon, ça va. C'est vrai, comme la personne elle disait, c'est intrusif. Et puis tu es obligé de t'adapter et puis lui donner confiance, une certaine confiance. Parce que c'est bien passé, mais c'est vrai que tu vois qu'il faut plus approfondir les questions, parce que des fois ils ne comprennent pas. Donc il faut s'adapter au langage. Ça va être une bonne publicité pour dire aux gens qu'il faut revenir à la terre. Hein. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça qu'il faut vivre en fait. Ah oui. Par la suite, cette enquête financée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ainsi que par l'Agence rurale se poursuivra au-delà de nos frontières, jusqu'au Vanuatu ainsi qu'à Wallis et Futuna. La meilleure manière d'obliger les anciens bagnards, une fois qu'ils étaient sortis du bagne, à rester ici, c'était en fait de leur interdire de repartir. De l'Algérie au Caillou via le bagne, avec un vocabulaire adapté et simple, Christophe Sonne raconte comment les Arabes sont arrivés au pays.
Descendant lui-même de transportés algériens, il partage son histoire dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Si on avait à juger mon arrière-grand-père aujourd'hui, en fait, on l'appellerait un résistant. Pendant plusieurs années, là-haut sur les hauts plateaux de Kabylie, il a essayé de résister à la prise des terres, il a essayé de résister à l'avancée du front de colonisation française. Eh ben, on l'a mis en prison, on l'a descendu dans le port d'Alger, il a pris un de ses bateaux. J'ai trouvé qu'il parlait assez avec des mots assez simples à comprendre. Pour moi, c'est important parce que on vit dans un pays, ce serait bien de connaître leur histoire, de connaître ce que les personnes avant nous ont vécu ici. Vous voyez le monsieur qui est assis là? Son papa, c'était un bagnard algérien. Son papa. La Nouvelle-Calédonie, appelée Calédoune par les Algériens, est affectée comme colonie pénitentiaire par le décret du 2 septembre 1863. Entre 1864 et 1897, près de 30 000 personnes y sont envoyées. Dans le cadre de l'exposition Calédoune à Poindimé, l'archéologue calédonien donne une conférence aux élèves de 3e du collège Raymond Vauthier. Le bagne est au programme de 4e, mais cette partie précise de l'histoire du bagne calédonien avec l'histoire de Calédoune, de ces Arabes, envoyés sur cette île si loin de leur pays natal, je pense reste assez méconnue de nos élèves. Cette histoire, elle fait partie du pays. Il y a eu du métissage. L'histoire se crée comme ça. Cette histoire de la Nouvelle-Calédonie s'est créée à partir aussi de toutes ces histoires. L'enfer du bagne, la souffrance de l'exil, la position de non-citoyens des anciens forçats originaires d'Afrique du Nord, Christophe Sand raconte la souffrance. Des moments douloureux qui font partie de l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. S'ils ne connaissent pas l'histoire du pays, eh bien, ils ne peuvent pas véritablement construire un avenir qui soit un avenir qui intègre tout le monde. Et voilà, ça fait partie du travail de sensibilisation et puis d'éducation à la complexité de l'histoire du pays calédonien. À la fin des années 1960 est créée l'Association des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie. Quelques membres proposent jusqu'au vendredi 19 septembre des visites guidées de l'exposition Calédoune à la médiathèque de Poindimé.